Salut tout le monde, Nicolas Richard au micro et aujourd'hui à l'émission, on parle des événements terroristes qui ont lieu en Grande-Bretagne, du concert en hommage aux victimes de Manchester, de la finale de la Coupe Stanley, de l'Impact de Montréal, de Boxmania et de la finale de la NBA. L'invité du jour, Cédric Perry. Bienvenue à Jeunes d'aujourd'hui. Vous serez d'accord avec moi qu'il y a des jours et des semaines plus faciles que d'autres. Celles qu'on vient de passer sont d'une cruauté sans nom. Je rappelle les événements. Vous savez qu'il y a eu des événements terroristes en Grande-Bretagne, en Angleterre, il y a quelques jours. Donc le 22 mai, il y a eu un attentat à Manchester lors d'un spectacle que donnait Ariana Grande. Le bilan est de 22 morts, 59 blessés, et ce sont en majorité des enfants qui ont été les victimes. S'attaquer à des gens, à nos semblables, c'est abominable. De s'attaquer à des enfants, il n'y a pas de mots pour décrire ça. Vous savez, les enfants, c'est nos décideurs de demain. C'est notre futur. C'est une génération qui a encore des choses à vivre, qui ont beaucoup de temps devant eux. Et de voir leur vie s'arrêter à cause de querelles qu'on ne comprend pas, ou du moins qu'on essaie de comprendre mais qu'on n'arrive pas à saisir. Je pense qu'il n'y a pas de mots pour décrire le sentiment qui nous habite tous et chacun. C'est abominable ce qui se passe en ce moment. On en voit de plus en plus. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut être résilient. Puis il faut juste s'aimer les uns les autres. Le 3 juin, donc tout récemment, il y a eu un autre attentat, cette fois-ci à Londres, qui a fait 7 morts, 50 blessés. Et 12 personnes ont été arrêtées par rapport à ces incidents. Ce qui m'encourage là-dedans, il n'y a pas beaucoup de points positifs, mais ce que je trouve justement encourageant par rapport à la situation, c'est que les corps policiers ont réagi très, très, très rapidement. En moins de 8 minutes, les assaillants sur place, tous les assaillants ont été neutralisés. Donc pour ça, je pense qu'on doit leur lever notre chapeau, parce qu'avec tout ce mouvement de terreur et tous ces attentats qui se répètent malheureusement trop souvent, les corps policiers, la sécurité, sont capables d'agir rapidement et efficacement. Vous l'avez probablement vu comme moi hier, ce spectacle One Love Manchester, qui se donnait justement dans la ville où le premier attentat a eu lieu à Manchester, organisé par Ariana Grande, celle qui donnait le concert justement où ont lieu les attentats. Je pense qu'on doit lui lever elle aussi notre chapeau parce qu'elle s'est sentie très responsable des attaques, parce qu'elle se disait, si j'avais pas donné de spectacle, si j'avais pas donné de concert, tous ces jeunes-là n'auraient pas été rassemblés ici. Et il y en a beaucoup qui auraient été épargnés. T'sais. Donc je pense qu'elle s'en est mis beaucoup sur les épaules, mais elle a livré un spectacle à la hauteur des attentes avec beaucoup d'invités. Justin Bieber, Katy Perry, Coldplay ont performé. Et je pense que ça a été un des meilleurs moyens de dire à ces gens-là qui essaient de nous faire peur, l'amour, la résilience gagnera toujours. Je pense qu'on leur a montré que ces gens qui se sont déplacés n'ont pas eu peur. Et je pense que c'est un très beau message à envoyer au restant de la planète. Puis je pense que l'un des plus beaux messages a été de la part du chanteur Justin Bieber, qui a dit, en résumé, l'amour va toujours battre la haine, peu importe ton Dieu, peu importe tes origines, peu importe tes croyances. Et est-ce qu'à soir, on peut juste jouer de la musique? Puis je pense que c'était ça l'essentiel du propos, puis le but du spectacle, c'est de se dire, oui, il y a des catastrophes qui arrivent, oui, c'est atroce ce qui se passe en ce moment, mais est-ce qu'on peut juste se réunir puis avoir du fun quelques heures? Fait que je pense que pour ça, le spectacle a été réussi, j'ai beaucoup apprécié. Ça a remis les choses en question, puis ça nous a montré aussi qu'il y a des gens bons, qu'il y a des gens qui croient encore à la paix,
Puis ce sont des gens braves qui se sont déplacés. Je pense que ce spectacle est une réussite de A à Z. Et je ne sais pas si vous avez vu tous les gens qui étaient réunis dans le stade. Je pense qu'ils disaient que c'était 50 000 personnes. Ben, ce sont 50 000 braves qui ont su prouver que ça ne fait pas peur. Maintenant, si on revient au monde du sport, drôle de transition, oui, mais les Prédateurs qui ont gagné le 3e match de la série finale 5-1. Et Piqué l'avait dit, il dit on va gagner, on est capable, on a un bon groupe de joueurs, on se tient, on a du leadership dans cette équipe-là, puis on va gagner le prochain match, et c'est ce qui est arrivé. La partie a un peu mal commencé, avec un but de Jake Gensel, son 13e des séries, lui, est en train d'écrire une histoire complètement fascinante, une recrue qui marque son 13e déjà des séries. Oui, donc mon père qui rentre dans le garage, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Hein? Mais donc, ce que je disais, c'est que, justement, oui, donc, un but de Gensel au début de la partie, là, je me suis dit, bon, Rini, qui va continuer à gauler comme du jello pas pogné, il va être mou devant son filet, ça n'aura pas de bon sens, mais là, finalement, l'attaque a repris du poil de la bête, et c'est 5 buts sans riposte qui ont permis aux Prédateurs de se sauver avec la victoire, donc des buts de Josie, Gaudreau, qui marque le but gagnant, James Neal, Smith et Ekholm avec son premier but des séries. Ça a été un match pratiquement sans faille pour la troupe de Peter Laviolette. Rini s'est levé, comme aidé par son attaque, par exemple. Là. Il n'a pas été sensationnel, mais si Rini s'est levé, Crosby et Malkin se sont couchés. Ils ont obtenu aucun tir au filet pendant toute la partie. Donc pour ça a été un petit peu décevant du côté des Pingouins quand tes deux canons offensifs, tes deux piliers à l'offensive ne contribuent pas, c'est difficile de gagner. Donc les Prédateurs ont été fumants en zone neutre, notamment on a vu plusieurs séquences où les joueurs des Pingouins n'étaient pas capables de rentrer en zone adverse, ne pouvaient pas s'installer dans la zone des Prédateurs parce que justement à cause du système défensif et de la pression exercée par les attaquants des Prédateurs, c'était quasiment impossible de rentrer dans la zone défensive des Prédateurs. Sauf que les Prédateurs ont été opportunistes. Ils ont eu des bons lancers au filet et ont battu Matt Murray 4 fois du côté de la mitaine. Donc un point faible, j'espère qu'il va oublier vite. Matt Murray est un gardien reconnu pour laisser ses mauvaises performances de côté et revenir encore plus fort, mais j'espère qu'il va oublier ça. Parce que là, si on a trouvé un point faible du côté des Prédateurs, il faudra l'exploiter parce que Murray n'a pas été solide devant son filet, mais justement il est opportuniste avec des bons tirs. Gaudreau qui a un tir incroyable qui a donné le but gagnant. Ça, c'est une autre belle histoire. Là. Je parlais de Gensel il n'y a pas longtemps. Mais Gaudreau, qui marque ses 2 premiers buts dans la Ligue nationale de hockey, en finale de la Coupe Stanley, sur ses 2 premiers tirs, ce gars-là qui n'a jamais été repêché dans le junior, jamais repêché dans la Ligue nationale, est en train de montrer à tous ses détracteurs, qu'il a sa place dans le circuit Batman, parmi les plus grands, puis il est en train de se faire un nom justement à Nashville. Ici, l'attaque a été opportuniste. Le quatuor étoile de la défense des Prédateurs, dont on n'arrête pas de parler, Subban, Ekholm, Josie, Ellis, a été dominant. Lui aussi s'est levé. 2 buts donc de ce quatuor de Josie, Ekholm. Subban, qui a une présence importante, notamment qui a un rôle plus défensif de ce qu'on voyait à Montréal. Il est vraiment plus responsable défensivement. Bon, dans les 3 zones, il dérange l'adversaire. Et justement, c'est probablement la raison pour laquelle Crosby n'a pas connu un super match, c'est parce que Subban il joue dans la tête. Présentement, là, Subban est partout sur la glace, Crosby est là, mais Subban qui embarque, il joue dans ses culottes. Donc vraiment, c'est une des raisons pourquoi Crosby n'a pas été à la hauteur lors de la dernière partie. Piqué vraiment est en train de le rendre fou. Il contrôle bien, il neutralise. En fait, Subban l'a mis dans sa petite poche en arrière, là, c'est pas compliqué dans la dernière partie. Et on l'a vu aussi, Mike Sullivan a perdu les pédales. On est habitué de voir un Mike Sullivan calme, passif, qui analyse la partie. Mais là, on l'a vu avec Wes McCauley, qui était frustré par rapport à certaines pénalités qui ont été données aux Pingouins. On dirait que Sullivan a perdu le contrôle. Là. Je ne sais pas s'il a perdu son banc, mais il a perdu son contrôle à lui, en tout cas. Parce que c'est pas le Sullivan qu'on est habitué de voir. Puis ça, d'habitude, ça se reflète sur les joueurs. Quand on voit que l'entraîneur a perdu ses moyens, il y a quelque chose qui fait que les joueurs embarquent moins, sont moins motivés, puis on dirait qu'ils ont abandonné rapidement l'idée de remporter cette 3e partie. Puis je pense que ça part
du fait que Sullivan a été sorti de sa game par la violette, à cause du système de jeu, à cause des joueurs, des Preds qui étaient peut-être mieux préparés, qui étaient plus motivés peut-être aussi à jouer un premier match de Coupe Stanley à Nashville. Donc je pense que pour ça a été un élément qu'il ne faut pas négliger dans cette analyse de la troisième partie de la finale de la Coupe Stanley. La foule aussi, il faut en parler, ça a été vraiment, quand on dit l'importance du 7e joueur, à Nashville, ça a eu vraiment un rôle important. Premier match de la finale de la Coupe Stanley pour cette jeune équipe de la Ligue nationale. Là, il y a à peine 15 ans, quand les Preds sont arrivés dans la Ligue, la culture hockey était absente, là, vraiment au Tennessee. Dans les premières parties, il fallait qu'il y ait les règlements sur le tableau afficheur pour les fans. Ils ne savaient pas c'est quoi un hors-jeu, pourquoi telle pénalité avait été appelée, c'est quoi un dégagement refusé. Donc quand on voit cette évolution dans cette ville qui est maintenant hockey, Smashville, c'est une ville de hockey, je trouve ça super impressionnant de voir qu'il y a des petits marchés comme ça dont on n'avait pas beaucoup d'espoir. Ils se rendent. Je veux dire, la foule là, de Nashville est pas mal plus intimidante que la foule qu'on a vue cette année au Centre Bell. Pas mal plus. Puis justement, la foule du Bridgestone Arena à Nashville a joué un rôle essentiel dans cette victoire des Prédateurs. Je sais pas si vous l'avez regardé, mais si oui, vous avez vu que c'est une vague jaune. Les gens étaient debout pendant les 60 minutes. On criait Go Preds, we won the cup. On insultait même le gardien Murray. Ça me faisait penser à un match de la NCAA au football où on est habitué de voir des grosses foules qui encouragent les joueurs. Ça me faisait penser un petit peu à ça, surtout la culture football au Tennessee est assez importante. Donc je pense qu'ils ont pris de ça un peu pour encourager leurs prédateurs. Puis ça a vraiment paru. Puis maintenant, les Preds ont le momentum. À mon avis, ils vont remporter, la 4e partie, encore une fois à domicile. Puis le momentum, c'est quelque chose à pas négliger dans le monde du hockey, dans le monde du sport en général, mais au hockey, dans une série 4-7, avoir le momentum, c'est primordial. On sait que ça peut changer à tout moment. Mais pour le moment, c'est les Preds qui l'ont. Puis je pense que ça va les avantager parce qu'ils jouent encore au Bridgestone Arena. Maintenant, j'aimerais vous glisser quelques mots sur l'Impact de Montréal, qui a joué encore une fois un match pratiquement sans faille contre les Red Bulls de New York en fin de semaine au Stade Saputo. Victoire de 1-0 sur un but de Dzemaili, le nouveau venu, qui fait sa place parmi le groupe de joueurs de l'11 partant de l'Impact. Il y a eu un but refusé en première mi-temps, un but controversé sur hors-jeu, mais il s'est repris de belle façon en deuxième demi en marquant un but. Donc on est vraiment dans la continuité là, du côté de l'Impact de Montréal, parce que on a fait de belles choses en championnat canadien. Avant la première partie du championnat canadien contre les Timbers de Portland, une victoire de 4-1 au Stade Saputo, on avait démontré de belles choses aussi. Donc pour le moment, l'Impact est en bonne position pour remonter la pente. Là, je vais regarder le classement. Et pour l'instant, l'Impact est 10e sur 11 dans la conférence de l'Ouest. Mauvais départ, on s'en rappelle. Sauf qu'ils ont maintenant 6 points. Et pour faire partie des séries, dépasser la fameuse ligne rouge, ils sont à 4 points. Donc, ils sont un petit peu plus qu'une victoire de faire partie des séries. Donc, pour ça, c'est encourageant pour la troupe de Mauro Biello, qui ne cesse de démontrer des belles choses. Donc, un 11 départ qui semble être à l'aise de plus en plus à jouer ensemble. On a une belle chimie, notamment entre Piatti et Dzemaili, qui ont été étincelants lors du dernier match. Ils l'ont démontré. Et je pense que ça nous promet de belles choses. On sait que Mancuso est blessé, donc il faut du soutien offensif. Et les milieux, on en a parlé lors de la dernière émission avec Gabriel Morin, le milieu de l'Impact de Montréal, que ce soit Bernardello, Bernier ou justement Dzemaili, ils sont essentiels au succès de l'Impact. Et ce succès-là, justement, passe par eux. Et s'ils peuvent continuer de bien jouer, je pense que c'est gagnant pour le club de l'Impact de Montréal. C'est un match très serré. J'avais peur. Là, j'espérais que l'Impact marque en premier. Comme ça, on aurait pu resserrer le système défensif. Et justement, ils ont marqué. Je pense que ça a été justement une bonne chose parce que le match était très serré. Il n'y avait pas beaucoup d'opportunités. Le jeu était très fermé. L'Impact se devait de marquer en premier. Ça a été chose faite. Je pense que c'est une des raisons pourquoi l'Impact a gagné. Par après ça, on a joué un petit peu plus défensif. On a contrôlé le ballon. On jouait à la possession plus que de vouloir marquer un deuxième but. Puis je pense que ça a été une bonne stratégie utilisée par Mauro Biello. Donc c'est une équipe inspirée qui sait qu'il faut qu'il remonte la pente avec son début de saison difficile. Mais pour l'instant, l'Impact joue avec beaucoup d'inspiration et motivé, veut remporter surtout les matchs à domicile qui sont
essentiels, qui sont importants, qui sont cruciaux. Et c'est eux qui font la différence à la fin de la saison quand on fait le cumul des points pour participer aux séries. Donc pour ça, je pense que l'Impact est bien parti. Puis j'espère de tout mon cœur que ça va continuer comme ça. Parce que l'Impact, c'est une belle équipe. Elle arrive à maturité. Elle a de plus en plus d'expérience dans le circuit de la MLS. Et justement, j'aimerais bien qu'elle fasse ses séries, évidemment. Mais ce ne sera pas facile. Mais je pense que de la façon dont ils jouent en ce moment, c'est quelque chose de plus en plus possible. Inquiétante, la chute de Patrice Bernier à la fin, sur le banc des joueurs. On dit qu'il a eu mal dans le dos, le souffle coupé. On a eu peur pour la tête sur le coup. Parce que Bernier, c'est vraiment le cœur et l'âme de cette équipe-là cette année. Il porte l'équipe sur ses épaules. Patrice Bernier joue de façon inspirante et c'est pour ça que l'Impact est inspiré. Et bon, on a eu une petite frousse, sauf qu'il est revenu sur le terrain. On voyait que les gars, dans les arrêts de jeu, ça jouait plus. Ça pensait juste, oui, au capitaine qui était blessé, qui était ressorti comme en civière. Un petit moment inquiétant, mais en tout cas, aux dernières nouvelles, Patrice Bernier était en santé. Et justement, on a eu peur, mais je pense que, bon, ça va. S'il revient en santé à 100%, ben, je pense qu'on n'a pas à s'inquiéter là-dessus parce que Bernier connaît toute une saison. Et j'espère qu'on va le voir au match des étoiles parce que c'est possiblement sa dernière saison. Et c'est toute une saison. Vraiment, il livre la marchandise. On ne s'attendait pas à grand-chose à cause de son âge. Justement, mais cette année, il joue comme un jeune. Il joue très très bien. Puis je pense que ça lui vaut une place au match des étoiles. Maintenant, parlons au box un petit peu. On n'en a pas beaucoup parlé depuis le début, dans le fond, des 2 émissions de Jeunes d'aujourd'hui. En fin de semaine, il y avait au Centre Bell un spectacle Box Mania organisé par le groupe Yvon Michel, mettant en vedette les 2 combats principaux. C'était Eleider Alvarez contre Jean Pascal. Et le combat principal, le combat final, c'était Stevenson contre Fonfara. Pour ce qui est du premier combat, Alvarez-Pascal, qui était, à mon avis, le combat principal de cette soirée, c'est lui qui faisait vendre les billets. C'est ce combat-là qu'on voulait voir, notamment à cause de Jean Pascal et d'Alvarez, qui devaient les 2 gagner. Ils deviennent de plus en plus âgés, les combats importants. Leur opportunité de faire des combats importants va diminuer. Donc c'est un combat essentiel et déterminant pour le reste de leur carrière aux 2 boxeurs. Et c'est finalement Eleider Alvarez qui a remporté le combat par décision unanime. Puis ça se voyait dans ses yeux. Là. Il se battait comme s'il n'y avait pas de lendemain. Il était focus, peut-être moins que Jean-Pascal, qui avait l'air un peu plus passif, qui avait l'air un peu plus sur la défensive. Mais Eleider Alvarez, on le voyait justement dans son visage, dans son regard, cet instinct pas de tueur, parce que Jean-Pascal, c'est un très bon ami. Ça doit faire bizarre, là, justement, de se battre contre un de ses meilleurs amis, donner des coups de poing, dans le fond, de vouloir l'assommer, c'est un peu bizarre. Mais on le voyait qu'il était déterminé. Puis je pense qu'il y avait plus de vouloir un petit peu du côté d'Alvarez, même si j'ai aucun doute que Pascal voulait remporter ce combat-là. Je pense qu'Alvarez voulait un petit peu plus, puis c'est pour ça qu'il a remporté justement ce combat-là. Sauf que dans le dernier round, dans la dernière minute, Pascal a tout donné. Ça se voyait, il n'y avait plus nécessairement de technique. Il bûchait, il cognait, il faisait tout. Il essayait, dans le fond, de toucher Eleider le plus possible. Ça n'a pas porté fruit, mais c'est un bon combat. On va voir ce que je vais te dire. Alors, oui, M. Perry qui vient de faire son entrée dans le garage. Alors voilà. Donc, ce que je disais justement, c'est que Alvarez a vraiment connu un bon combat. Puis Pascal, à la fin, ça paraissait qu'il était brûlé. Tu sais, Pascal, je l'aime beaucoup. Sauf qu'il est brûlé. On le voit, Jean-Pascal. Je sais pas s'il va prendre sa retraite ou quoi, mais il s'est battu 2 fois contre Adrian Diaconou, 2 fois contre Chad Johnson, 2 fois contre Hopkins, 2 fois contre Kovalev. Donc Pascal est rouillé. Puis hier, je trouve que ça paraissait. Puis Jean-Pascal, c'est pas du genre à faire des petits combats pour le plaisir de juste se battre pour dire qu'il s'est battu. Donc je pense que je sais pas s'il va se retirer, mais ça paraissait qu'il était fatigué, brûlé. Combat principal, Stevenson contre Fonfara. Stevenson qui a été expéditif. Après, il a gagné finalement après arrêt de l'entraîneur de Fonfara dans le fond, au milieu du 2e round. Stevenson est un des meilleurs sur la planète. C'est pas un boxeur que j'aime particulièrement pour sa petite attitude arrogante, comme on pourrait dire. Mais il faut avouer qu'il livre la marchandise. Et je sais pas qu'est-ce qui va arriver pour lui dans le futur. Est-ce qu'il va se battre contre Alvarez parce que Jim, la télé, les fans du Québec veulent ça, ou il va se battre contre justement le gagnant du combat Ward et Kovalev le 7 juin pour l'unification des titres. Ça reste à voir. Mais j'aimerais beaucoup voir un combat Alvarez-Stevenson, même si j'aurais préféré voir Jean-Pascal affronter Stevenson. Pour tout ce qui se dit en dehors du ring, pour la rivalité entre les 2 boxeurs, j'aurais beaucoup aimé voir ce combat, mais je pense que ça n'arrivera jamais.
Ici, ça avait eu lieu, mais ça aurait été si Pascal avait gagné, mais ça n'a pas été le cas. Je vous présente maintenant notre invité du jour, Monsieur Cédric Perry. Bonsoir. Donc, Cédric, Oui. on se connaît depuis un sacré bail, comme on pourrait dire. Bail, en effet. Ça se peut qu'on se vous voit parce que Monsieur Cédric, c'est un monsieur, hein, Oui, c'est un monsieur, en effet. comme il ne s'en fait plus, un monsieur d'importance, qui est spécialiste basket. Oui. Tu as suivi la série finale. En effet. Les Warriors de Golden State mènent la série 2-0 Oui. avec des victoires de 113-91 et 132-113. C'est incroyable ce qui se passe en ce moment. Tu sais, les Cavaliers ont 14 victoires en série, Ouais. 0 défaite. Les Warriors, pardonne-moi. C'est ça. Oui, mais C'est ça. un vrai connaisseur. Ah oui. C'est incroyable ce qui se passe en ce moment pour 4-0, les 4-0, Warriors. 4-0, 2-0, ça c'est jamais vu. C'est jamais incroyable. arrivé. La dernière fois que c'est arrivé, c'est avec Kobe Bryant et Shaquille O'Neal. Un équipe Même de eux, ils ont perdu la première game. Aïe, aïe, aïe. Des finals, fait que ça c'est un record là. C'est Puis toi, pour qui tu prenais au début de la série? Qui tu favorisais? les Cavaliers. Ah ouais? Ouais. Parce que LeBron James, c'est le meilleur joueur de tout le monde. Il tue tout le monde, il s'en fout là. Mais est-ce que... moi aussi, je prenais pour les Cavaliers, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Ouais. Mais est-ce que ce qu'on voit en ce moment, c'était prévisible? Est-ce que c'est comme si la logique était respectée? Ouais, parce que depuis qu'ils ont Kevin Durant, c'est vraiment une équipe. J'ai jamais vu ça. C'est quasiment de la triche, là, pour le vrai. Puis, voyons. Mais c'est ça, je disais, LeBron, lui, il est vraiment clutch. Puis lui, quand. Puis c'est ça, en plus, c'était chez Golden State Warriors. Fait c'est normal. C'est à domicile. C'est ça, fait que c'est normal que les games soient quand même. Il y a un gros écart, là. Ah ouais. Mais quand ça va être à Cleveland, là, je pense que ça va être une petite différence, là. Mais pourquoi les Warriors sont si dominants? Tu sais, ils sont en finale, là, puis on dirait que c'est une partie de saison régulière là, ou un match des étoiles, là, tellement que c'est à sens unique. Là. Pourquoi? Parce que moi, je pense que c'est ça. Dans le fond, ils ont les deux derniers MVP. Ils ont Stephen Curry et Kevin Durant dans la même équipe. Fait que ça, en partant, c'est quelque ça chose. aide, Là. hein? Deux MVP dans la même équipe, ça se peut pas, là. C'est n'importe quoi. Puis on dirait qu'ils jouent tous de la même façon. Fait qu'ils jouent bien ensemble. Même si c'est la première année qu'ils jouent les 4 superstars ensemble, Kevin Durant, Thompson, Green puis Steph Curry. T'sais, les trois, ils shot des 3 points, ils drive, ils passent. Ils font tout. Ils se complètent, c'est ça. Puis tu me disais avant d'entrer en onde que dans le fond, leurs 5 joueurs partants ont été votés au match des étoiles. C'est ça. C'est fou, là. Il y a Stephen Curry, Durant, Thompson. Je suis pas sûr Green, en fait, je m'en rappelle plus, mais c'est ça. Il y en a un, là, le center. Je sais pas si c'est les positions, en tout cas. Oh, ouais, c'est celui qui fait la mise au jeu. Il est Là. vraiment pas très bon, mais lui, genre, chaque année, tout le monde, de genre, je sais pas si son pays d'origine ou sa ville, tout le monde vote pour lui. Ok. Fait que ça donne tout le temps qu'il y a le plus de votes, mais la NBA est genre, ben non, t'es pas chez Mais c'est pas lui qui le mérite, en fait. C'est ça, fait qu'il le fait pas à cause de ça. Mais est-ce que c'est les Warriors qui jouent très bien ou c'est les Cavaliers qui jouent très mal? Moi, je crois que les Warriors jouent très bien, puis que les Cavs, c'est pas qu'ils jouent mal, c'est que c'est tough les défendre parce qu'ils sont vraiment exceptionnels, là. Genre, moi, j'ai regardé la game hier, là, puis les 3 points, là, ils shottaient n'importe comment, ça rentrait, il y avait des fautes. Puis, je sais pas, là, c'est juste, je pense qu'ils sont trop en feu, ils sont trop dedans, ils sont mentalement, l'année passée, ils ont perdu, fait que là, ils sont comme, ah là, LeBron, là, c'est fini. Mais justement, on dirait que j'ai l'impression que c'est plus une question de momentum aussi. Puis d'inspiration que de technique, parce que les deux équipes sont pas là pour rien. C'est ça. Si les deux équipes, ils ont fait 4-0, 4-0, 4-0, c'est... Ben, les Cavs ont perdu une game, en fait, mais je veux dire, quand même 4-1, c'est... Puis, tu sais, il y a une rivalité entre les deux équipes parce que ça fait 3 ans qu'ils sont en finale, mais il y a aussi une rivalité entre Curry et James. Ouais. Est-ce que si Golden State parvient à gagner la finale, est-ce que Curry, aux yeux des amateurs de basket, va devenir un meilleur joueur dans l'histoire que James? Ben, pour de vrai, les gens, je pense qu'ils vont plus dire il y avait Kevin Durant, c'est pour ça qu'ils ont gagné, il y avait besoin d'un autre MVP pour battre LeBron James. Mais si au contraire LeBron gagne, là c'est vraiment MJ puis lui là, je sais pas que ça va être le meilleur. Ah ouais, ok. Parce que faut que tu dises là, genre toute leur équipe là, c'est vraiment des All-Stars là, Fait que puis lui LeBron, il y a Kyrie Irving, Kevin Love, puis le reste il fait tout seul dans le fond là. Non mais c'est ça, surtout les trois ensemble. Ok. Ouais, les trois ils sont quand même très Parce que là j'avais les stats là, que faudrait que je retrouve ça. James a 4 MVP, 4 titres d'MVP, 3 titres de championnat. Final MVP aussi. Curry, lui, a 1 titre de championnat l'année dernière, puis il a 2 MVP. C'est ça l'affaire que j'aime moins de Steph Curry, c'est que Steph Curry, quand il arrive dans les playoffs, c'est plus le même. On dirait qu'il est moins bon. Puis LeBron, lui, c'est le contraire. Lui, il fait, mettons, 25 points par game, puis rendu dans les finals, il en fait 35. Il fait un triple-double, puis... Parce que lui, il a déjà tout prouvé, il a déjà 4 MVP. C'est ça, il n'y a plus rien à prouver, dans le fond. On sait qu'il est bon, dans le fond, c'est juste que... Il faut se dire que Kobe a un seul MVP.
Puis Kobe, il est proche de Michael Jordan aussi. Là. Puis justement, parlons-en de la rivalité entre ces deux joueurs-là, tu sais. Kobe et LeBron ou Curry et LeBron? Curry et LeBron, tu sais. Okay, ouais. Je trouve que, tu l'as mentionné, je trouve que sans Durant, parce que je trouve, dans cette série-là, je trouve que Durant est meilleur que Curry en ce moment. En ce moment, c'est je trouve qu'il prouve plus de choses. Ouais, c'est n'importe quoi. Là. Je regardais ça, j'étais avec mes amis, j'étais comme, comment il rentre ça? Il shotait de ça de la 3 points. Ben c'est ça. Non, Durant est dominant, puis comme tu le disais, James n'a pas ce support-là. Tu sais, s'il y avait un Durant à côté de lui. Il y a Curry, mais Curry, il est bon, mais Durant puis Steph Curry, ça tue. Là. Mais toi, personnellement, tu sais, il y a beaucoup de points communs entre les deux joueurs, entre James et Curry. Ouais. Ils viennent de la même ville, c'est des athlètes. Ils sont nés dans le même hôpital. Même hôpital. Toi, c'est qui se prépare entre les deux? Moi, c'est LeBron. Puis tu t'identifies à son style de jeu parce qu'il fait. Il est plus complet que Curry ou parce que. Ben, il est plus complet, puis moi, je joue au basket dans la vraie vie, puis je trouve que je joue plus comme LeBron que comme Steph Curry, c'est ça. Tu sais, lui, c'est un gros costaud qui va driver, puis qui s'en fout de la. Peu importe si le monde essaie de le bloquer, puis moi, j'aime ça faire ça. C'est sûr que j'ai l'impression que James, c'est plus un athlète oui. que Curry, tu sais, il fait tout, il dunk, il Curry en défense. Plus agile, mais lui, c'est vraiment un pur athlète, là. Il est costaud, il est grand, il est rapide, il a tout c'est pour ça. Lui, là. On dirait que Curry, sans nécessairement dire qu'il est nul, on dirait qu'il fait juste des 3 points. Ouais. Tu sais, James, il fait tout sur le terrain, tu sais. Il fait des rebonds, des assists. Puis lui, Steph Curry, c'est un point guard, puis le but d'un point guard, c'est, tu sais, genre, rendre ses joueurs meilleurs, faire des le ballon. Mais lui, on dirait plus que c'est un scoreur. Je trouve pas que c'est un vrai point guard, puis ça non plus, j'aime pas ça de lui. Puis les Warriors sont sans pitié, on le dit. Est-ce que tu trouves, j'ai remarqué ça dans la partie d'hier, justement, on dirait que les Cavaliers en défensive étaient comme décontenancés, on dirait qu'ils étaient comme débordés par... Puis ça, c'est-tu habituel, qu'on voit ça des Cavaliers? Ben, surtout, c'est parce que ils se disent, on va pas leur laisser la 3 points, fait qu'on va les laisser driver, fait qu'ils les collent en défense, fait que là, ils drivent, mais en drivant, ils viennent en aide pour le bloquer, mais là, il passe tout de suite un gars qui est tout seul, fait que je pense qu'il faut qu'il y ait plus de communication. C'est comme un problème de couverture aussi. C'est ça. Okay, parce que hier, c'était pas drôle. Les Warriors en défense faisaient ce qu'ils voulaient. Là. Si t'es laisses shotter, ils vont te shotter dans la face, ils vont l'avoir. Si t'es colles trop, ils vont driver. Si t'essaies de les bloquer, ils vont faire une passe à un gars tout seul, puis il shot, puis c'est vraiment tough. Là. Puis ça va-tu se finir en 4 d'après toi, cette série-là? Ou... Non. Tu penses qu'à Cleveland, ça va changer de quoi? Ouais. En tant que ça? Parce que LeBron, là, c'est... Je sais pas comment dire ça. C'est comme sa ville, c'est son équipe. C'est comme Michael Jordan. Peu importe ce qui va arriver, ça va finir qu'il va gagner. C'est comme un gagnant, je sais pas comment dire ça. Oh non, c'est comme s'il défie le réel. Le destin, c'est ça. Le destin. C'est lui le destin, c'est lui qui décide. Là. C'est fou. Puis là, ça fait 3 années. Tu sais, je veux dire, l'année passée, c'était 3-1 pour les Warriors. Ils sont remontés. Ils ont monté 4-3. C'est comme un peu c'est impossible. C'est comme un peu arrivé dans tous les temps. Le Crosby du basket, il trouve toujours le moyen de gagner. Ah, mais lui, il est en haut de Ok, il est tout dessus. Il est tout dessus. Alors, lui, là, c'est un monstre. Là. Puis là, ça fait 3 finales en ligne que ces équipes-là s'affrontent. Est-ce que tu aimes ça? Qu'il y ait comme moins de parité? C'est sûr que ça serait le fun qu'il y ait d'autres équipes, mais en même temps, ils peuvent rien faire. Là. Tous les gros joueurs sont dans les 2 équipes. Fait que... Mais tu sais, on se dirait qu'on se dit au début de l'année, bon, c'est sûr, ça va être les Cavaliers. T'aimes ça, toi? Ou... Ben, en tant qu'amateur de basket, là, c'est sûr que t'aimerais ça voir. Moi, c'est pas mes équipes préférées, c'est déjà à la base. Moi, j'aime LeBron, mais les Cavs, c'est pas nécessairement mon équipe préférée. Ton équipe, c'est les Hornets? Non, moi, c'est les Knicks. Les Knicks, mais là, ça va pas bien cette année. Non, ça va pas bien. C'est ça. Mais j'aimerais ça, moi, que, mettons, dans les prochaines années, peut-être que. Parce que là, Steph Curry, il voudrait peut-être aller aux Hornets parce que lui, c'est là qu'il est né, ou je sais pas, c'est son home team, ou c'est ses parents qui habitent là. Ok, ça se peut. Ce serait le fun, ça pourrait changer peut-être les Hornets pour aller au final, ou peut-être que, en tout cas. Sauf que j'ai l'impression qu'au basket, on voit ça plus souvent. T'sais, une couple d'années, c'était le Heat. Au début des années 2000, c'était les Celtics, avec les Spurs, justement. Fait que je trouve qu'il y a souvent cette période-là au basket où il y a une équipe qui domine solidex. Puis après ça change. Ben, c'est ça. Deux autres, c'est ça. Est-ce que tu penses que James, la façon dont il joue en ce moment, puis la façon dont il inspire ses coéquipiers, il y a quelque chose à voir avec son passage à Miami? Tu sais, où il a pris beaucoup d'expérience, il a été souvent en championnat. Tu penses que c'est un rapport? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, tu sais, il jouait avec des grosses vedettes, puis il a pris de la maturité, il a pris du leadership. Tu sais, il était en championnat souvent aussi avec le Heat, il s'est rendu loin. Tu penses-tu qu'il s'apparaît dans son jeu aujourd'hui avec Cleveland, puis son expérience? Je trouve qu'avant, quand il était dans le Heat, c'était plus un scoreur, puis lui, il était jeune, fait qu'il voulait faire des gros dunks, puis tout. Mais là, il a réalisé que c'est pas en dunkant, puis en faisant des points que tu gagnes, c'est en jouant en équipe, puis en faisant comme j'ai dit tout à l'heure, là, rendre ses joueurs meilleurs. Lui, il a compris ça. Steph Curry, il a pas encore compris. Lui, il veut juste shotter, il fait pas trop d'assists, puis
C'est ça. Puis c'est ça, lui, comme je te dis, il est vraiment polyvalent, il a vraiment compris cet aspect-là, puis c'est ça que j'aime de lui. Puis est-ce que ces deux équipes-là vont être bonnes encore longtemps, les Cavaliers et les Warriors? Si leur équipe change pas, moi je pense que oui. Ouais. Moi je dis que au moins encore 2 ans, ils vont être dans les finals. Ah ouais? Ouais. Fait que 5 années consécutives. Si rien change, à moins que LeBron perde, puis qu'il décide de partir. Mais je pense qu'il veut rester. À ce point-là, ils sont aussi dominants que ça. C'est ça, non, c'est câble. Parce que je sais que cette année, je trouve que les Celtics auraient pu se rendre loin, mais là, quand ils ont eu les Cavaliers. Parce qu'il faut que tu dises que les Celtics, ils ont fini premier, puis ils ont perdu 4-1 contre les Cavs. Ça, tu vois, c'est comme inégal, mais ça, je te dirais que c'est plate un petit peu. Parce qu'on le sait au début de la série. On sait déjà que c'est prévu d'avance. Ben, c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, pour ça, je trouve que c'est un peu comme plate. Mais si on revient, je trouve ça intéressant la rivalité entre James et Curry. Ouais. Qu'est-ce que tu trouves qu'un est meilleur que l'autre? Ok, ben c'est sûr que, mettons, Steph Curry a plus de shots. Il y en a même certains qui croient que c'est le meilleur shooter de tous les temps. Mais ça, je suis presque d'accord parce qu'il shot comme plusieurs mètres en arrière à 3 points, puis ça rentre tout le temps flush, puis je comprends pas comment il fait. Depuis qu'il shot des 3 points, le style de jeu de la NBA a changé. À ce point-là? Ouais, vraiment. Là. Parce que tout le monde trouve ça spectaculaire, puis ils sont comme oh wow, pour faire des 3 points. Là. Puis là... Fait qu'avant, c'était plus les dunks qui étaient spectaculaires, qui étaient mis de l'avant. Avant, c'était vraiment le basket, c'est une question de grandeur, puis de plus t'es costaud, plus t'es grand, plus t'es bon. Puis là, maintenant, c'est plus. Peu importe ta grandeur, si t'es agile, talentueux, puis tu shots, mais là, t'es bon. Puis. Comme maintenant, même les gros joueurs, mettons d'en haut de 7 pieds, ils peuvent shotter les 3 points maintenant. Là. Avant, c'est jamais arrivé. Là, Comme le basket a vraiment changé à cause de ça. À cause de Curry. Ouais. Puis James, qu'est-ce que tu penses dans quel aspect on l'a dit qu'il est plus athlétique que Curry? C'est pour ça que tu l'aimes plus que lui. Il est plus polyvalent. Puis j'aime pas vraiment l'attitude à Steph Curry. Okay. Je trouve qu'il est trop show-off. Il est comme puis il parle, puis LeBron lui il reste là, puis même mettons quand il a perdu l'année passée les Warriors là, Steph Curry et tout le starting five sont partis direct dans le qu'on appelle ça, le vestiaire. Ils ont pas salué, ils ont pas dit donner la main, puis LeBron quand il a perdu l'autre année d'avant, il est allé, il était bravo, good job. Ah ouais. Je trouve que vraiment il est plus. Mais c'est un athlète quasi parfait, LeBron. C'est ça. Tu sais, c'est une bonne image de marketing. Ouais. Avec Nike, il est partout. Il a fait un contrat de 1 milliard à vie. À vie avec Nike. C'est le plus gros contrat, je pense. Partout où il est passé à gagner. C'est ça. Fait que je vois pas comment on peut pas l'aimer. C'est plus ça. C'est sa 8e final. Je comprends pas comment. En 2 équipes. Ça, c'est. Il est plus grand que Jordan, d'après toi? Ouais, il est 6 pieds 6, Jordan. Non, plus grand dans le sens de. Non, là, je comprends pas, là. Qu'est-ce que tu veux dire plus grand? Est-ce qu'il est meilleur que Michael Jordan? C'est difficile à dire parce que dans le temps, mettons, avec Jordan, il y avait plus de. Il y avait moins. Pas il y avait plus, mais il y avait plus de contact. Okay. Il y avait moins de fautes, puis c'était pas le même style de jeu. Si tu mets LeBron dans son temps, moi je pense qu'il pourrait dominer. Mais si tu mets Jordan aujourd'hui, je pense que ça marcherait pas trop parce que là, il pousserait, puis peut-être qu'il y aurait plein de fautes. Puis... Fait que Jordan serait moins bon aujourd'hui, c'est ça que tu dis? Ben, je pense qu'il faudrait qu'il s'adapte, peut-être qu'il deviendrait l'homme qu'il était, mais. Parce que tu sais, oui, on parle. C'est difficile à juger, c'est ça. Là. On parle beaucoup des deux équipes, mais je trouve que cette rivalité-là, entre les deux joueurs, est quasiment plus grande que l'équipe. Jordan et LeBron. Non, Curry et LeBron James. Je trouve que les deux joueurs, je trouve qu'on parle plus d'eux que de l'équipe. Parce que les deux, comme ils marquent l'histoire à ce moment-là. Ben, c'est ça. Mais tu sais, il y a Durant qui est dans. Je trouve qu'il y a beaucoup d'autres joueurs dont on parle pas assez. Tu sais, Durant, là, c'est tout un joueur de basket. Là. Ouais, sauf que lui, c'est ça. Le monde l'aime moins parce qu'il est venu au Warriors, ça l'a comme descendu sa réputation. Il est comme devenu un. Parce que lui, il a pas de ring. Okay. Il a jamais gagné avec la Thunder. Là. Puis lui aussi, l'année passée, il menait 3-1 contre les Warriors avec Russell Westbrook dans les Thunder. Puis il a réussi à perdre. Okay. Puis là, il a décidé d'aller dans l'équipe qui l'a battu. Fait que le monde se dit, c'est comme s'il voulait absolument gagner. Fait qu'il va l'équipe facile. C'est ça, il veut le voir la voie facile. Puis ça, ben, moi aussi, je l'aimais un peu, mais là, depuis qu'il a fait ça. Ok, tu l'aimes vraiment pas, Durant. Là. Je le trouve bon, mais non, il m'a déçu. Là. Okay. Sauf qu'il est dominant dans les deux parties. Dans les deux premières parties, il s'est levé. Là. C'est ça. Je veux dire, toute leur équipe est comme. Moi, je trouve ça. Mais comment on peut les contrer, justement? Comment les Cavaliers vont faire pour pas se faire humilier en 4? Parce que s'ils perdent en 4, là, c'est l'humiliation totale. Ça, c'est sûr. Là. Mais comment tu peux contrer Durant et Curry? Si ça fait 4-0, là, ça existe plus, ça n'arrive plus jamais. Là, c'est jamais arrivé. Ça veut dire qu'ils n'auraient pas perdu une game des playoffs. Ah non, ça c'est n'importe quoi. Là. Mais non, pour les contrer, moi je pense vraiment. Il faut qu'ils surveillent mieux Kevin Durant, ça c'est sûr. Parce que s'il devient froid, je veux dire, je sais pas si tu connais cette expression-là. Okay. Mais mettons quand t'es chaud, c'est quand t'arrêtes pas de shotter plein de shots, ça rentre tout le temps. Puis quand t'es froid, c'est le contraire. Tu rates tout, puis ça va pas bien. Là. Parce que moi je pense que c'est ça, c'est comme un peu devenir le leader de l'équipe.
Parce que c'est pas mal plus lui le meilleur entre Kevin Durant et Steph Curry en ce moment. Surtout dans les playoffs. Là. Fait que s'ils réussissent à arrêter lui, peut-être que le momentum va baisser. Puis là, Fait qu'il faut comme le sortir de sa game. Faut le sortir de sa game, c'est ça. S'ils réussissent pas à faire ça, ben. Puis je pense aussi que les Cavaliers, dans la deuxième demi de la dernière game, je trouve qu'ils ont changé leur attitude face au jeu. Puis je trouve qu'on les reconnaissait pas. T'sais, à mon avis, ils devraient continuer à jouer comme ils ont joué depuis le début des séries. On dirait qu'ils ont comme été impressionnés par les Warriors. On dirait qu'ils sont. Les Warriors les ont sortis de leur game. T'sais. Peut-être, ça se pourrait. Mais c'est ça, ils sont quand même intimidants. Là. Chez eux, là, ils disaient, mettons, LeBron, là, ils ont quand même des fans très intenses. Puis... Ben c'est ça, j'espère que la game va changer. À la fin de la game, il y a eu une bataille. Genre entre deux fans, là, puis là, LeBron est comme wow. Ah ouais? Mais non, mais la foule à Golden State était aussi impressionnante. Fait que j'espère qu'à Cleveland. À Cleveland aussi, ça va. Mais Cleveland aussi, ils veulent le championnat. Là, LeBron James leur a promis longtemps. Ils l'ont gagné. C'est ça. Si LeBron gagne, il a tout prouvé. Là. C'est ça. Il peut arrêter de jouer au basket, puis ça serait le GOAT. Là. C'est ça. Là. Écoute, merci beaucoup pour ta présence. Ça fait plaisir. Propos enrichissants, au bon mot. Merci beaucoup pour ça. Merci à Number 22 Davey Arnaud pour la musique originale. Merci à vous d'avoir été là à l'écoute. Mon nom est Nicolas Richard et on se reparle pour une autre émission de Jeunes d'aujourd'hui. Bye bye.